Aujourd'hui, on se retrouve à un peu faire comme le principe que j'avais fait avec les fausses idées qu'on avait du Moyen Âge. Donc, j'en avais sorti une dizaine, puis j'ai repris le concept là, pour l'intégrer à l'Antiquité. Donc, comme dans tout, on entend souvent le principe de «Ah, ouais, comme dans les films, ou comme dans les livres, comme dans les BD». Bref, vous voyez, il y a des choses qui sont clairement pas officielles, qui sont amenées dans ces médias-là et qui ne fonctionnent juste pas parce qu'elles n'ont pas aucune réalité historique et aucun fondement. Donc, on va passer ça là-dessus. Donc, on va y aller surtout avec principalement à Rome et ses alentours. Donc, des fois, on va un petit peu sortir de Rome, mais ça a quand même rapport avec Rome. Vous comprendrez qu'est-ce que je veux dire par là. Et puis, pour le reste, on va passer à travers la liste et j'espère que ça va être bien intéressant à votre égard. Donc, tout d'abord, première section générale, les chefs d'État. Donc, par rapport à des chefs d'État, je vois que... Donc, les chefs d'État. Donc, on peut voir ici, c'est clairement un empereur romain. Donc, il se fait de laurier en or, petit patata, et sa face de brute. Fait que, assurément, il y a ce rôle-là. Donc, première affaire qui a été dit. Jules César, le premier empereur romain. On va garder la thématique qu'on a souvent vue. Non. Jules César a été, oui, à gouverner Rome, mais il était simplement son administrateur parce qu'il était nommé dictateur à vie. Donc, oui, il y a le titre d'impérateur, mais impérateur, n'importe qui peut l'avoir. Tant que tu as un général romain qui est victorieux, tu as le titre d'impérateur. Donc, exemple, comme Scipio l'Africain, je pense que c'est ça son nom, lui aussi il était impérateur, mais pourtant, il n'a pas régné sur Rome. Donc, Jules César n'était pas empereur, c'était un dictateur qui avait acquis beaucoup de pouvoir, que ce soit religieux, spirituel, militaire, maritime, peu importe, on les nomme, il les a toutes. Cependant, ce n'est pas un empereur. Mais, pour assurer les gens qui avaient cru à l'idée, il a quand même été très proche de l'être. Mais il a refusé la couronne 2 fois, parce que faut se rappeler que dans la première partie de l'histoire de Rome, c'était une monarchie. Après ça, c'est devenu une république, et après ça, c'est devenu un empire, avec un empereur à sa tête. Mais il y a une transition, puis Jules César a mis tout en œuvre pour arriver à la transition vers le modèle impérial. Donc, ce qui nous amène à dire que non, il n'est pas empereur, mais c'est quand même quelqu'un qui a mis les bases pour que son neveu, qui est considéré maintenant Auguste, le premier empereur, le vrai, qui a pu avoir le titre d'empereur, c'est à cause que César a placé la table. Donc ça, il faut quand même donner à César ce qui revient à César, comme dit l'expression. Mais, c'est ça. L'optique et l'idée finale ici, c'est qu'il n'était pas empereur. Donc, oui, il dirigeait Rome, mais pas en tant qu'empereur. Parlant de César, cet acte-là, parce que quand on voit son histoire, on peut en reparler dans le cadre de la capsule historique avec moi, on se retrouve finalement à avoir un gars qui a fait beaucoup de choses. Son histoire est très intéressante, très riche. Le gars prenait des risques, qui payait beaucoup, sans compter son génie militaire et tout. Il y a une expression qui est passée dans le langage courant que des fois on peut entendre parler. Là, je voulais justement en faire une nuance, c'est un bonus. Donc, c'est pas un mythe ou pas, ou une fausse idée ou pas, c'est juste une expression qui est reliée à César, sans oublier, on donne à César ce qui appartient à César. Je pense que c'est très bien placé pour le fait qu'il n'était pas empereur, mais qu'il a tout fait pour installer l'institution impériale. Ici, ça s'appelle franchir le Rubicon. Donc, à la base, l'expression, pour ceux qui le savent, ne franchis pas le Rubicon, ça veut dire ne franchis pas le point de non-retour. Donc, ou si tu fais ça, t'es assuré de devoir vivre avec les conséquences de tes actes, ça échoue. Cette expression-là vient du fait qu'à un moment donné, Jules César a été considéré hors la loi par le Sénat romain, parce que Pompée est en haut pouvoir, puis a réussi à l'isoler, parce que
César avait fait une campagne en Gaule qui a duré 6 ans qu'il n'avait pas le droit de faire. C'est ça qui est un peu quand je vous dis qu'il prenait des risques, qu'ils ont payé. Il a attaqué la Gaule, il l'a annexé pour Rome, mais il n'avait pas le droit de faire ça. Donc, il était considéré hors la loi par Pompée. Ce qui a fait que Pompée savait qu'il voulait pas partir en guerre avec lui directement parce qu'il savait que c'était non seulement un bon général, mais qu'il y avait des troupes qui étaient loyales, mais en plus qui étaient expérimentées. Vous battez pendant 6 ans. Les vétérans de ces armées-là sont très forts. Les recrues ont beaucoup à apprendre de ces légionnaires expérimentés, centurions plutôt, et j'en passe. Ce qui fait que il préférait garder César isolé pour s'assurer que justement il n'allait pas avoir à le combattre et tout. Mais César, lui, se dit, je ne serai pas considéré hors la loi du tout par Pompée. Je vais moi-même y aller. Il a hésité avant de franchir le Rubicon, mais quand il a franchi le Rubicon, c'est qu'il était en optique où il attaquait Rome. Donc, officiellement, la guerre civile partait au moment où est-ce qu'il a franchi avec son armée la rivière, qui est une espèce de une rivière proche de la ville de Rome. Donc, au moment où il a décidé de franchir ça, c'est que la guerre civile éclatait. Donc, c'est pour ça qu'on dit, franchis pas le Rubicon, ça veut dire, si tu le fais ça, c'est qu'il y a après ça des conséquences parce que t'es allé trop loin. Donc ça, c'était la limite et il l'a franchi. Donc l'histoire a démontré qu'il a eu raison de le faire parce qu'il a remporté contre Pompée, mais c'est une autre affaire. Ce qui justement nous amène, on fait des liens aujourd'hui, Pompée était un mauvais stratège. Il s'est fait éclater par Jules César. Pas pantoute. Au contraire, Pompée est un très bon général, à considérer probablement un des meilleurs dans son champ, à savoir parce que Jules César, lui, c'était lui des grands déploiements. Donc, les grands déploiements, les grandes armées qui s'affrontaient, la grande stratégie au sens large, sur un grand terrain de bataille. Il réfléchissait beaucoup. Pompée, lui, était un expert de la guérilla, donc des attaques éclairs où est-ce qu'il pouvait frapper dans un flanc adverse, où est-ce qu'il y avait une faiblesse, et après ça, éreinter l'adversaire au maximum pour être certain de réussir à l'emporter avec un affrontement qui est certain de gagner ou du moins d'avoir les meilleures chances de réussir. Et au départ, la guerre civile contre Jules César était à l'avantage de Pompée, avant très très longtemps. Le fait est que justement, Jules César savait la force de son adversaire. Il l'a jamais sous-estimé, mais il s'est dit, je dois le mettre dans une situation qu'il n'aura pas le choix de m'attaquer. Donc, il s'est arrangé pour avoir des positions qui pouvaient être favorables pour Pompée d'attaquer. Mais Pompée ne voulait pas attaquer César parce qu'il savait que ça pouvait être un piège et qu'il ne pouvait pas tomber dedans. Mais, comme dans toute chose, les alliés de Pompée le poussaient à attaquer pour réussir justement à battre César pour vrai. Il l'harcelait depuis le début, la guerre allait de son bord. Profites-en, attaque-les, tu vas être certain que tu vas réussir à l'emporter. Il a fini par céder aux pressions de ses alliés et finalement, pour se rendre compte que son idée première était la meilleure parce que César a remporté la victoire et là, c'est là qu'à ce moment-là, il a vaincu Pompée. Donc, toute l'histoire fait que, mais Pompée est un très grand stratège. S'il n'y avait pas eu deux grands hommes d'exception à cette époque-là en termes militaires, puis, mettons, on enlève César, Pompée aurait été encore plus important, puis il aurait monté encore plus haut. Donc, évidemment, l'histoire ne peut pas nous le dire parce que c'est pas lui qui l'a emporté, mais il faut garder en tête une chose. Pompée était un excellent stratège. C'était lui qui était à la tête de tes armées, t'étais tranquille parce qu'il savait clairement ce qu'il faisait et c'était un homme très compétent. Ça, c'en est une que j'ai entendue souvent. Néron qui incendie la ville de Rome. Donc, on a toujours considéré que Néron, c'était un spécial. Bon, le gars, c'était clairement un artiste. Est-ce qu'il était tout indiqué pour diriger l'Empire? Ça, c'est autre chose. C'est un autre débat. Mais, là, je vais principalement m'attarder sur la question de a-t-il vraiment incendié Rome? Non, il n'a pas fait ça. D'ailleurs, dans les sources qu'on a, on l'a vu organiser en fait les 7000 pompiers qu'il y a eu. Donc, toute l'aide, il a même ouvert les portes de sa villa pour que les gens de Rome viennent se réfugier chez lui.
Mais ça a duré 9 jours, cet incendie. Donc, c'était un peu difficile d'être capable de gérer tout ça. Mais, une chose est certaine, oui, Néron a fait tuer sa mère. Cependant, même si il a commis le matricide, il n'a pas incendié la ville de Rome. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens, il n'a pas été puni pour le meurtre de sa mère, ce qui a fait que les gens ont considéré que s'il avait peut-être incendié Rome juste pour pouvoir construire, parce qu'après, il a pris une décision plus ou moins discutable, à savoir que il a agrandi sa villa d'une façon exponentielle. Donc, il y avait la salle de cuisine tournait sur un roulement sur billes. C'était vraiment impressionnant comme au niveau de l'architecture. C'était une espèce d'habitat ou une habitation de riche, mais vraiment là, énorme. À savoir que ça aussi, ça y a été reproché parce que justement, la majorité de la ville de Rome est brûlée, puis tu en prends une partie pour agrandir tes quartiers puis ta villa. Ça passe pas bien au conseil, disons. Mais l'approche étant celle-ci, Néron n'a pas incendié la ville de Rome volontairement. D'ailleurs, sur la section justement de Rome, on va en parler, comment est-ce que la ville, parce qu'il y a aussi des mythes puis des idées préconçues qui sont héritées encore de justement comment est-ce que la ville fonctionnait et tout. Donc, justement, on en vient. On est sur la section où est-ce que ça, c'est une représentation de comment ce qu'était fait Rome à l'époque. Donc, pas maintenant, évidemment, si vous visitez Rome, c'est pas comme ça a changé. Mais on considère que c'est ça qui est le plus fidèle possible de sa représentation. Donc, on se retrouve à avoir, évidemment, le Colisée qui est intact, les statues et tout ça, la grande place, comme on peut le voir dans la section ici. Je sais pas si on voit ma flèche. Mais bon, où est-ce qu'il y a la statue? Juste à gauche du Colisée. Puis on voit les bâtiments à gauche complètement de l'écran qui sont beaucoup plus gouvernementaux. Donc on voit tout ça en gros et tout. Évidemment, je ne suis pas un expert, mais on voit que c'est clairement pour ça. Et puis, ce qui s'est rendu compte, c'est que on pense toujours que Rome, puis souvent on va le voir dans les films, des choses comme ça. D'ailleurs, les films, beaucoup un paquet de conneries, la 3/4 du temps. Que c'était une ville qui était espacée, qui était propre, où est-ce que tout était pavé, où est-ce qu'on avait justement de l'espace, puis écoute, la ville par excellence. Mais la réalité était tout autre, alors que souvent c'était très étroit, la ville de Rome était très habitée, donc c'était compact de personnes, et non seulement c'était ça, mais en plus, les maisons puis les bâtiments étaient surtout en bois. Donc imaginez ça étroit, en bois, les incendies peuvent partir là-dedans n'importe quand. Et non seulement ça part n'importe quand, mais ça se répand facilement. Donc, comme vous dit, l'incendie de Rome qui a duré 9 jours, c'est pas pour rien. Parce qu'il y avait quand même au moins 7000 pompiers qui travaillaient à essayer d'éteindre l'incendie. Bon, évidemment, c'est pas nos pompiers actuels avec leurs camions puis leurs lances, mais c'est quand même beaucoup de monde pour essayer d'éteindre un incendie. Et ils n'ont pas réussi à le faire avant 9 jours. Donc, on voit que l'état de la construction et de l'urbanisme à Rome n'était pas du tout optimal pour ça, pour éviter les incendies. Donc, et en plus, ben, c'était pas rare que tu pouvais te glisser dans une flaque de boue puis péter à terre parce que justement, ben, c'était pas pavé partout, puis on n'avait pas les routes qu'on pensait avoir. Donc, comme on peut voir ici, on a certaines sections que vous vous dites que il n'y a pas juste 10 000 personnes dans cette ville-là. Là. Il y a beaucoup de monde. Ça, oui, il y a de la place. Parce que là, c'est là qu'on a Jules César a été assis là. Je vois pas si on voit la flèche, là, mais je sais quand même. Donc, à Colisée, on a la statue. Là, on a le bâtiment avec le balcon, la marche, puis après ça, la place ici. Ben, César était assis là. Et là, les gens l'acclamaient. Ouais, l'acclamaient. Puis là, il y a un membre du Sénat qui a présenté la couronne, justement. Il l'a repoussé. Le monde se met encore plus à crier. Parce qu'il était content. Il voulait pas devenir un roi. C'est un gars qui a décidé qu'il voulait juste le bien du peuple. Et ils ont représenté la couronne. Ils l'ont encore refusé. Le monde a encore plus crié. Lui, il s'est créé une image d'or. À considérer que Jules César était un victorieux, quelqu'un, un conquérant. C'était
son image était très positive. Et il est mort au sommet de sa gloire. Donc, il n'a pas eu le temps, si on veut, d'être détesté ou d'avoir une image appauvrie de lui-même. Il est parti au meilleur moment. Et on va en reparler peut-être si on fait une histoire de César un peu. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et on va voir qu'il était au courant, en fait, qu'il allait mourir. Donc, mais ça, on glisse ça comme ça par intérêt. Puis on va justement aller autrement et se garder ça pour une prochaine fois. Donc, parce qu'il y en aurait beaucoup à parler. Puis je veux pas trop étirer déjà ce segment ici. Donc, rappelez-vous, Rome, t'es tout pogné, il y a de la boue partout, tu glisses, puis en plus de ça, ben, c'est proie aux incendies. Donc, voilà. Autre section qu'on entend souvent parler, d'ailleurs, qui n'a pas entendu parler des gladiateurs avec la Rome antique, donc, à savoir justement, ces gladiateurs-là. On en a au moins 2, 3 qui sont des mythes ou des idées préconçues ou des choses comme ça. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous voulez bien, moi, je vais quand même me prendre une autre gorgée. Donc, là, je vous ramène à ce film, Gladiateur. Il y a 2, 3 du film qui sont présents à ce moment-là. Donc, je vais vous les dire, mais un de ceux-là est que Commode serait mort pendant un combat de gladiateurs. Donc, on le voit à la fin avec le héros éponyme qui est mal compris, puis qui est quand même apprécié par la foule, puis qu'il peut pas faire tuer parce que le monde l'aime trop, fait qu'il donne un coup de poignard dans le dos, puis après ça, ben là, il y a le combat, puis il se fait tuer par le gladiateur, qui est le général romain, sous Marc Aurèle. La foule était en liesse, s'il était pas en train de crever. Bon. Donc, vous voyez un peu l'espèce de fin où est-ce que l'empereur Commode traîne à terre comme un vieux paquet de chiffons, puis de serviettes, puis de couvertes, puis on s'en fout de lui. Rien à foutre. Évidemment, comme dirait l'expression, c'est un film, c'est un gros paquet de conneries. Donc, on se retrouve pas avec ça pour vrai, du tout, du tout. La seule chose que le réalisateur a pas aller chercher là-dedans, c'est que oui, Commode a fait des combats de gladiateurs, mais il y avait des épées qui n'étaient pas affûtées pour l'adversaire. Donc, il s'est monté une image de gars qui faisait des combats de gladiateurs et qui était un combattant hors pair. Mais ses adversaires n'étaient pas avec les mêmes moyens. Donc, quand il se rendait compte de ça, souvent, ben, il allait avoir la mort la plus épique qu'il pouvait pas avoir pour quand même être respecté par l'empereur et le monde qui était là. Donc, il allait chercher une gloire là-dedans en combattant honorablement, malgré qu'il y avait clairement pas une épée affûtée. Puis, on se retrouve justement avec une situation comme ça. Mais Commode n'est pas mort pendant qu'il était qui était dans le Colisée en train de combattre contre Maximus. On va oublier ça tout de suite. C'est une belle niaiserie d'Hollywood. Donc, comme je dirais encore pour le principe, parce que je l'ai pas fait, mais c'est mort, cette idée-là. Et là, il faut parler de ça, parce que je m'en sers depuis tantôt, mais c'est pour la farce, parce que... Est-ce que sceller le sort d'un gladiateur avec un pouce dans les airs ou un pouce en bas était la réalité? On a une image ici qui a inspiré le réalisateur qui l'a dit lui-même. Donc, on voit en haut à droite des personnes avec le pouce. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas nécessairement le pouce, mais principalement on voit le pouce, ok? Ça, en fait, c'est que il l'a considéré comme étant le pouce en bas, ça veut dire tu meurs. On va remettre en question et en considération. Le peuple avait le droit de décider qu'est-ce qui allait arriver pour un gladiateur. Donc, exemple, un gladiateur qui était très apprécié de la population, donc il était vraiment aimé, il avait beaucoup de charisme, ses prouesses au combat étaient merveilleuses et énormes, exemple, et finalement, il trouve quelqu'un qui réussit à le battre. Un combat de même, c'est juste une fois, c'est comme une partie de football. C'est rien qu'une fois, puis si tu réussis pas, même si c'était considéré le meilleur pour les prédictions, ben tu l'as pas eu. Fait que là, après ça, il tombait au moment où est-ce que justement il pouvait se rendre ou peu importe ce qui arrivait, s'il était pas mort. Et là, le peuple avait le droit de décider de qu'est-ce qui se passait. Mais là, il faut y aller en précision puis considérer. Il y a un terme spécial pour
la Rome antique aux gens de décider. Je me rappelle plus exactement c'est quoi le thème, mais la chose est certaine, c'est qu'il y a deux façons pour une personne dans les estrades de démontrer c'est quoi sa décision. Puis un petit peu pour être certain que ça rentre dans le champ de la caméra. Donc, on a effectivement un pouce. Cependant, ce pouce-là n'est pas obligé d'être en haut, sur le côté ou en bas. On va le considérer plus comme tu démontes avec le pouce, parce que d'ailleurs, c'est plus facile de loin pour les gens de compiler. Est-ce qu'il y a un pouce sorti? Ou à l'inverse, est-ce que tu dis on lui sauve la vie et on ferme le pouce dans la main? Donc, comme ça. Ça veut dire range ton arme. Donc, le principe de... Ça, c'est ton poignard. Donc, tu peux poignarder avec ça, donc tuer. Peu importe où est-ce que tu le mets. C'est comme si tu avais ton arme sortie, que tu faisais l'action justement d'éliminer le gladiateur. Ou au contraire, tu fermes le pouce dans ton poing, ce qui veut dire quoi? Range ton arme. Donc, si par exemple, tu avais quelqu'un qui était très apprécié, qui perd au combat, tu veux pas le voir mourir. Donc, probablement que le monde, si c'est un préféré, vont s'arranger pour fermer le pouce et s'assurer justement que le gladiateur ne meurt pas, parce qu'ils vont vouloir le revoir encore dans l'arène. Alors qu'au contraire, s'ils montent le pouce juste sorti, ça veut dire clic. Donc c'est ça finalement qu'on se retrouve à avoir ici. Et ça, cette image-là, cette peinture-là a malheureusement beaucoup montré d'erreurs dans la culture populaire. Donc, je suis bien content ici d'avoir à démystifier ça. Donc, comme je vous dis, si quelqu'un vous dit « Ah ouais, comme l'empereur qui fait ça », non, 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 ça n'existe pas. Autre concept des gladiateurs. On avait des gladiateurs qui, dans le film aussi, on le voit, allaient dire, là je le traduis en français, puis après ça je vais essayer en latin, on essaye ça. Je dis pas que je vais réussir, mais on essaye pareil. Ceux qui vont mourir te saluent. Ou Ave Imperator, Morituri te salutant. Comme je vous dis, je suis pas calé en latin pantoute, mais ça, il aurait été dit par Pline, je me souviens bien, l'historien, que c'était dit une seule fois, en fait, dans toute l'histoire de la romanité, ou du moins de Rome. Ça a été dit à Claudius, donc Claude, l'empereur Claude, qui assistait au jeu. Il y avait une reconstruction d'une bataille navale. Et les soldats ont dit justement la phrase « Ceux qui vont mourir te saluent ». Mais Claude est un petit comique. Il va faire quoi? Il va dire « Peut-être pas ». Donc, il va juste rajouter ça, en fait, de « Peut-être pas qu'ils vont mourir ». Donc, ce que ça a eu pour effet, c'est que t'as juste qui te disent puis qui veulent être épiques, ceux qui vont mourir te saluent. Puis t'as juste lui qui répond, ou pas. Donc, c'est juste le principe qu'on a un petit empereur comique. D'ailleurs, l'accession au trône de l'empereur Claudius est très intéressant aussi. Donc, ça pourrait être un autre sujet à venir. Donc, ça va être à voir. Comme je vous dis, ma liste allonge de plus en plus. J'ai toujours plus de choses à y mettre. Donc, cette phrase-là, une seule fois, puis l'empereur a trouvé le moyen de faire de l'esprit à ce moment-là. Donc, là, ici, on se retrouve à une section plus à l'extérieur de l'Empire. Donc, on a évidemment beaucoup parlé de l'Empire romain, mais il y a aussi un peu l'influence avec l'extérieur. Veux pas, c'est sûr qu'il va y en avoir. Et donc, on va pouvoir en considérer, justement, en discuter. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de Carthage? Parce que pour ceux qui le savent, les 3 guerres puniques ont été faites entre Carthage et Rome. On peut considérer ça en fait un peu comme une guerre mondiale de l'Antiquité. Des guerres qui ont fait perdre beaucoup de personnes des deux côtés, qui étaient vraiment contre les deux puissances en présence. Donc Rome, évidemment, n'est pas la Rome qu'on connaît dans le sens où, oui, elle s'est étendue, mais elle n'est pas aussi grande. Elle n'a pas la Gaule, elle n'a pas un paquet de gros territoires, exemple. Et ce que ça fait, c'est que ces deux puissances qui sont moindrement égales en termes de force militaire. Carthage est plus axé sur les mers, mais Rome, elle, sa force est sur la terre. Donc, on se retrouve justement avec deux empires qui ont des approches différentes, mais qui sont très proches l'un de l'autre. Ça peut avoir de l'air fou comme ça quand on y pense, parce qu'on, dans notre tête, Rome, c'est l'empire romain, c'est un des empires par excellence, un qui s'est maintenu le plus longtemps dans l'histoire. Mais
à un moment, c'était litigieux de savoir c'était qui. Et Carthage, finalement, n'a pas réussi à avoir la supériorité. Ça a été Rome. Mais ça aurait pu virer de l'autre côté. Puis peut-être que maintenant, l'histoire étant ça avait été différente, on aurait parlé de Carthage à la place. Si on ne le sait pas, ce qu'on sait du moins, c'est qu'il y a une légende, en fait, on croit qu'il y en a, c'est un peu tiré par les cheveux, je l'avoue, mais ça a quand même lieu d'entrer dans la présentation, que Didon aurait fondé Carthage. Donc, évidemment, ce n'est qu'une grosse connerie, parce que ça a été indiqué par un écrivain grec, je me souviens plus lequel, mais qui disait que elle ou lui, puis son peuple, je sais pas trop, en tout cas, Didon et son peuple auraient la possibilité d'avoir des terres de la grandeur d'une peau, c'est-tu d'âne ou de bœuf? Je vais vérifier vite fait pour pas dire de niaiserie. Ouais, c'est ça. Qui pourrait tenir dans la peau d'un bœuf. Mais, dans l'histoire, Didon, personne brillante, va décider de couper la peau de bœuf en une lanière très fine qui va être capable de, bout en bout, en considérant la mer comme une frontière, capable de créer la ville de Carthage. Donc, bon, des belles histoires des pays d'en haut et tout ça, mais c'est clairement pas la réalité. Donc, si quelqu'un vous dit que Didon a fondé Carthage, vous restez dans la thématique, non, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, pourquoi j'ai parlé de Carthage? C'est parce que justement, on va avoir rapport avec Carthage avec celle-ci. Hannibal a traversé les Alpes avec ses éléphants. Ouf, ça, je vous dirais que c'est une question complexe. Oui, Hannibal a traversé les Alpes avec son armée, puis il y avait des éléphants dedans. Les historiens sont pas mal certains du chemin qu'il aurait pris, parce que normalement, dernièrement, il y a à peu près 3-4 ans, ils ont trouvé en fait des larges dépôts, comme vieux dépôts d'excréments de chevaux et d'éléphants. Donc ça, ok, on le sait qu'il était dans les Alpes avec ces éléphants. Il y en avait 27 ou 37, les sources sont un peu à pas être certaines s'il y en a 27 ou 37 là-dedans, mais la question est de savoir, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont sortis de là? Moi, je suis pas mal convaincu que la majorité ont passé parce que quand Hannibal a décidé de traverser les Alpes avec son armée, il s'est rendu compte qu'il devait affronter un hiver précoce. Donc en octobre, il faisait des froids sibériens, c'était glacé. Comme l'hiver absolument ne frappait pas aussitôt, il ne frappait pas aussi fort. Donc ce qui s'est passé, c'est que son armée a été très mise en mal à cause de la température des Alpes, donc le froid qui a pris les armées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on pense que les éléphants, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui sont rendus, si il y en a qui se sont rendus. Puis là, c'est un gros si, parce que clairement que la très grande et forte probabilité, c'est que les éléphants aient tout passé l'arme à gauche avant d'arriver à destination. Pour continuer l'anecdote puis un peu considérer ce fait-là aussi, quand Hannibal a vu qu'il devait quand même avoir quelqu'un pour sécuriser les territoires romains qu'il avait pris dans le nord, a demandé à son frère Hasdrubal de venir lui porter main forte pour amener plus d'armées. Hasdrubal a passé par le même chemin et c'était beaucoup plus facile parce que la température était beaucoup plus clémente. Donc son armée est arrivée intacte versus celle de son frère. Cependant, Rome avait prévu le coup et a empêché l'armée d'Hasdrubal de faire la liaison avec celle de son frère aîné, ce qui a fait que l'armée d'Hasdrubal a été battue, a été isolée avant de se rendre à celle de son frère. Donc, on se rend juste compte finalement que Hannibal a été très malchanceux. Et probablement que s'il avait eu les mêmes conditions que Hasdrubal, il se serait rendu avec ses éléphants, assurément. Mais là, à cause de l'hiver qui a pogné, qui était précoce, on n'est pas certain que ce soit le cas. Ou du moins, quand je vous dis, il va en rester 2-3, mais surtout qu'un éléphant, ça bouffe. C'est des armées qui se déplacent de même, là. Ça prend beaucoup de logistique, de nourriture et d'équipement et tout ça. Dans les cols enneigés des Alpes, pendant que l'hiver a décidé de se pointer le nez avant le temps, puis de s'inviter dans la fiesta, ça a dû être un méchant casse-tête pour le général carthaginois. Donc,
à savoir qu'est-ce qui a vraiment se passé. Malheureusement, comme l'histoire nous le montre, on peut encore juste spéculer sur ce qui s'est passé, mais on peut être pas mal certain qu'il n'y a pas beaucoup d'éléphants qui se sont rendus en bas. Moi, je pense que s'il y en a encore, ça se compte sur une main. Donc, si je me souviens bien, c'est notre dernier. À savoir, l'effondrement de l'Empire est à cause des invasions barbares uniquement. Oui, vrai, il y a eu des invasions barbares, certes. Cependant, la majorité de ces peuples-là n'arrivaient pas là pour faire la guerre, mais là pour s'installer. Donc, les Francs, avant de commencer à bardasser, par exemple, on les voit avec la flèche bleue dans le nord, ici, eh bien, ils sont installés. Au départ, il y a beaucoup de Germains qui se sont juste installés, qui ont peuplé les territoires et qui devaient les défendre. Mais ça, c'est au compte de Rome. Donc, beaucoup se sont installés déjà avant le temps et ont protégé les frontières. Jusqu'à temps de dire, il n'y a plus de pouvoir central à Rome, elle est rendue là, on est indépendant, on fait ce qu'on a à faire, puis on tapoche la tronche et puis la boule à du monde. Fait qu'il y a eu de ça. Oui, on a des ordres qui ont décidé d'attaquer. Donc, comme exemple, les Huns ou les Alains qui ont été plus agressifs. Les Vandales. Donc, d'ailleurs, ça c'est pas intéressant. Je le dis vite fait, les Vandales, c'est un peuple qui existait à cette époque-là. Mais comme vous voyez, avec la ligne rouge, ils sont partis d'ici. Ils ont fait beaucoup de chemin. Et ils se sont installés ici en Afrique du Nord. Les Vandales, c'est pas pour rien que maintenant on dit t'es rien qu'un Vandale quand tu casses tout. C'est parce qu'ils se sont promenés beaucoup et ont fait beaucoup de ravages. Mais comme vous pouvez voir, il y a d'autres peuples qui ont fait beaucoup de chemin. Les Huns viennent des steppes d'Asie. On se rend compte que les Ostrogoths, ils viennent de la petite île ici, du Danemark, ou de la Suède. Maintenant, c'est de la Suède, je pense, celui-là. Bref, dans la mer du Nord. Ce qui fait qu'il y en a qui ont fait beaucoup de chemin. On peut voir ici, les Visigoths, ils sont allés à Constantinople, mais Constantinople avait de l'argent. Donc, ils ont payé, dégage. Puis là, ils ont décidé d'aller niaiser à Rome. Ils ont fait le pillage. Après ça, ils sont retournés puis ils sont installés ici. Donc, on peut voir qu'il y a certains qui ont décidé de faire le trouble. Mais il y en a d'autres qui sont installés puis c'était tranquille. Donc, c'est pas nécessairement la faute de juste des attaques des tribus, des invasions barbares. Mais aussi, il y avait beaucoup de problèmes à Rome. On en parle très peu, mais ils ont divisé l'Empire en deux. C'est pas pour rien. Parce que comme on peut voir, ici, on a l'Empire romain d'Occident, donc en orange, et en jaune, on a l'Empire romain d'Orient. Ce qui fait que on a deux empereurs qui gèrent. Donc, on a Honorius d'un côté pour Rome, et Constantinople, c'est Arcadius. Pourquoi? Parce que c'était compliqué à gérer. Il y avait des problèmes d'argent énormes à Rome. Au niveau des épidémies, on n'en parle pas, il y en avait beaucoup. Les famines. On avait aussi des problèmes de corruption. Au niveau de l'argent, il n'y en avait plus. Parce que, tu sais, l'argent, t'as fait comment? Principalement par les conquêtes puis les butins. Puis si t'as pas ça, t'as pas d'armée. Parce que les armées, il y avait seulement 400 000 hommes pour tout l'Empire au complet pour protéger ses frontières. Il y en a qui pourraient dire, ouais, 400 000 c'est beaucoup. Pas pour un empire de cette grosseur-là. C'est non. Juste la France, pendant l'époque révolutionnaire, avait plus que ça. Ou du moins a déployé plus que ça. Donc, pour dire à un point où est-ce qu'on s'est rendu, où est-ce que l'Empire romain n'était pas capable de se défendre. Mais il y avait déjà beaucoup de problèmes internes. Quand je vous dis la corruption au niveau des grandes sphères politiques, le manque d'argent, le manque de nourriture. Bref, c'était aussi très difficile à gérer comme empire. Ce qui fait que c'était toute une accumulation de lacunes comme ça et de problèmes qui ont fait que l'Empire romain de l'Occident s'est effondré. L'Empire romain d'Orient va survivre jusqu'à longtemps. 1453, je me trompe pas que mes dates. Mais, assurément, on va se retrouver justement avec un empire qui va s'écrouler parce qu'il y a trop de problèmes inhérents. Puis, les invasions barbares sont juste la cerise que tu rajoutes sur le gâteau. Donc, quand ils se sont décidés à bardasser puis à se faire la guerre, d'ailleurs, les peuples entre eux autres se tapaient dessus, eh bien, on se retrouvait avec une situation où est-ce que ça pouvait être pour n'importe qui de prendre le pouvoir, une opportunité en or. Donc, comme on sait, il y a des peuples qui, jusqu'à maintenant, ont existé encore. On a déjà parlé des Angles et des Saxons, les Francs, les Bretons, d'autres ont été chassés.
Mais comme vous voyez, les Alamans, les Alains, les Burgondes, les Suèves, les Vandales, Visigoths, Ostrogoths, les Huns, on n'en parle plus maintenant. Mais ça a fini par passer l'histoire, puis soit qui ont été attaqués et annexés, ou ils ont tout simplement disparu. Donc, comme l'histoire des Vandales, elle, c'est par l'Empire byzantin que ça va se finir, leur histoire. Mais assurément, ça ne sont pas uniquement la cause. Les invasions barbares, je vous dis, c'est juste une décoration de plus sur le gâteau qui allait déjà mal. Donc, c'est principalement ça, en fait, que on a vu la chute de l'Empire d'Occident. Donc, merci de vous regarder, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Donc, je ne sais pas si sur Twitch il y avait du monde. Sur YouTube, j'espère que vous avez bien apprécié. Donc, la rediffusion que vous vous êtes activé. Je veux juste faire des petites notes parce que j'oublie tout le temps. Il y a toujours les mots habituels. Donc, si vous êtes sur Twitch puis vous avez aimé ça, ben appuyez sur le bouton follow pour me voir encore à chaque fin de semaine faire des diffusions au niveau historique. Sur YouTube, ben tu peux t'abonner aussi avec le petit piton. OK. Peu importe. Aimer la vidéo, commenter si tu as des idées, bref. T'sais, la discussion est toujours la bienvenue. Évidemment, c'est une discussion. Et puis, quoi d'autre encore? Comme je dis, toujours des précisions qui peuvent être ajoutées ou des demandes. Comme je vous dis, la meilleure façon c'est de vous de faire signe coucou. Puis, donc, si vous connaissez des gens qui aiment ça aussi, ben, vous pouvez toujours leur en parler, c'est toujours intéressant. Moi, je continue à dire que je travaille sur le contenu et non pas sur le contenant. Donc, c'est pour ça que je ferai pas des vidéos vides de sens, mais qui ont des effets, ont des images, puis il y a quelqu'un avec une voix en arrière. Je me concentre sur le contenu plutôt que le contenant. Donc, et j'aime bien aussi l'approche de discussion. Donc, de pas juste être là puis s'asseoir sur ses fesses puis d'avoir quelqu'un qui nous parle. Quand il y a des gens, on peut avoir une communication puis un échange. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui c'était pas le cas, mais c'est pas grave. Ça fait partie de, j'allais dire des risques, ou c'est ça puis c'est pas ça, là, mais des réalités plutôt qui peuvent s'arriver que aujourd'hui personne n'est disponible pour venir faire coucou. Donc c'est toujours une chose qui est possible d'arriver. Donc j'espère que ça arrivera pas tout souvent parce que c'est ça fait de la peine. Bon. En tout cas. Donc, moi, de mon côté, c'est pas mal la conclusion que j'avais. Donc, évidemment, n'oubliez pas de dire si vous avez apprécié. Si vous avez déjà vu d'autres vidéos et tout, juste des fois, me dire qu'est-ce que vous avez préféré dans ce que vous avez regardé, c'est quand même toujours intéressant parce que ça me donne une idée de « Hey, mouche, comment tu vas? » Donc, toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui a piqué la curiosité des gens, qu'est-ce que le monde a aimé parce que il y a des vidéos, puis à un moment, j'aurais dit, moi, ça m'a pas intéressé pendant tout, c'était poche. Ou, dit autrement, c'est toujours plus agréable, on s'entend, là. Mais, c'est quand même, ou celle-là, j'ai vraiment aimé, on n'en parle pas souvent, je n'ai pas entendu beaucoup parler, j'ai beaucoup appris. Donc, ce genre de discussion-là, ce type de commentaire-là, c'est toujours pratique pour moi, parce que déjà, je sais déjà qu'est-ce qui peut être intéressant, puis en plus de ça, peut-être que je pourrais avoir une idée, ah ouais, j'avais pensé à quelque chose, ça pourrait intéresser le monde. Donc, tu sais, c'est toujours ça aussi qui est intéressant de savoir. Donc, comme je vous dis, si vous avez des commentaires à énoncer, n'hésitez pas surtout. Et si vous les avez tous vus, dites-moi vos préférés. Pas besoin de me dire si vous n'avez pas aimé, mais principalement si vous avez vraiment aimé. Donc, ça peut toujours m'aider dans mes recherches pour amener toujours des nouvelles choses qui vont être intéressantes au point où est-ce que les gens vont vouloir se renseigner dessus. Donc, moi, je pense que c'est ça pour moi. Donc, je vais faire mon au revoir YouTube, puis je vais, pour Twitch, continuer avec Europa Universalis 4, puis essayer de finir la partie avec Bone. Donc, au revoir YouTube. On se revoit la fin de semaine prochaine. Et appréciez bien les vidéos. Ciao!